fois, on a balayé de façon un peu générale. Là, je me suis penché en fait sur trois questions qui, à mon sens, sont complémentaires les unes des autres. Le peuple, en clair, la révolution est-elle populaire? Et dans quelle mesure elle l'est ou pas? Le lien qui va s'opérer logiquement avec la tête d'affiche, tête pensante, je ne sais pas quel est le terme qu'on pourrait employer, qui est Robespierre, et tout le problème que pose le personnage sur le plan historique, historiographique, sur la conception même qu'on se fait du personnage, du rôle qu'il joue, sur ce qu'on lui prête, qu'il a fait ou pas, et qui en fait un personnage fabuleusement riche, mais incroyablement du coup, compliqué à saisir. Et puis, sur peut-être ce qui est le dernier point de la révolution populaire, potentiellement, ce qu'on a surnommé à tort la conspiration des égaux, et comment, avec Gracchus Babeuf, on a une espèce de préfiguration d'un communisme qui n'a rien de marxiste, c'est ça qui est étonnant, mais même si on fait parfois de Babeuf une espèce de marxiste avant l'heure, mais comment on a une espèce de conception assez novatrice en fait de société, et avec toujours comme fil conducteur, ici, que l'intérêt qui est porté par Robespierre, par Babeuf, c'est pas tellement les élites, c'est pas tellement effectivement ceux qui vivent bien, c'est le reste. Et qui pose effectivement comme point de départ, à mon sens, la question de qu'est-ce que c'est que le peuple? Et comment le définir? Et là, je me suis heurté en fait aux mêmes difficultés effectivement que pose le terme sur le plan sémantique. Il y a une première définition qui apparaît dans la Grande-Bretagne fin du XVIIe, notamment chez Hobbes dans le Léviathan, quand il observe la société britannique qui vient de changer son roi accessoirement, qui a raccourci le roi Charles, qui a reposé Guillaume d'Orange comme nouveau roi. Il lui estime que le peuple, c'est ce qui n'appartient pas à la représentation. Et il élabore en fait une espèce de hiérarchie dans l'échelle de représentation. Les représentants du peuple ne peuvent pas être le peuple. Et il pose en fait, Hobbes, une véritable question, qu'on va retrouver d'ailleurs très logiquement avec la Révolution. Est-ce que le peuple est un acteur de la Révolution, ou est-ce qu'il est simplement un délégué par représentant interposé de cette même Révolution? Donc là, en se penchant là-dessus, chez Hobbes, on a une première piste de réflexion. Moi, j'ai souhaité la compléter par ce tout petit encart qu'on connaît tous, qui est vraiment un truc très très classique ici, du tout début de la période révolutionnaire, quand Sieyès va évoquer ou élaborer la notion de tiers-État, qui est une notion ô combien problématique ici, parce qu'elle se sous-entend en fait à plusieurs niveaux. Elle se sous-entend d'abord au niveau social, ce qui n'est ni le clergé ni la noblesse, en clair, tout ce qui ne relève pas des ordres privilégiés, mais ça fait du monde. Bien d'accord, c'est 95% de la population française, quelque chose près, et qui pose effectivement le questionnement peut-être le plus intéressant, dès le départ, celui qui jusqu'à présent n'a été dans l'ordre politique rien, qui demande à devenir quelque chose. Et je crois qu'il pose en fait, Sieyès, fondamentalement la question, qui est la question fondamentale de la période révolutionnaire dans tout son ensemble d'ailleurs. Est-ce que la révolution est au service du peuple? Est-ce que le peuple est un acteur de la révolution? Est-ce que le peuple est agissant politiquement? Et Sieyès, qui lui dira à survivre à la révolution, il appartient à cette espèce particulière qu'on va retrouver très largement dans le Marais, et donc lui il suit toute la logique, il est révolutionnaire quand il faut, il sera bonapartiste en son temps, et royaliste quand il faudra, et donc lui il a un art de la... Moi j'appelais ça de l'opportunisme, de la nage en eau trouble, on va dire ça comme ça, mais il a eu le mérite au départ de poser une question. Et cette question, effectivement, on la retrouve partout, on la retrouve tout le temps, ici, parce que on a une révolution, on l'a vu l'autre fois, qui démarre avec des parlementaires, qui eux n'ont rien, effectivement, de populaire. Très majoritairement, c'est 98%, nobles et clergés réunis, logiquement, n'appartiennent pas aux classes populaires, même s'ils sont parfois dans des situations financières délicates, et même les représentants du tiers ne sont pas, globalement, à la base, effectivement, de la représentation populaire. Ils sont les représentants du peuple, peut-être. En tout cas, ils s'autoproclament comme tels. Et se pose, du coup, la question, dans l'existence politique, comme apparaissent pour les parlementaires des clubs, Jacobin, Feuillant, tous ces clubs-là agissent un petit peu comme des
espèce de cercle de réflexion, on va dire de lobbying, politique. On ne peut pas les prendre comme étant des partis au sens strict du terme, ils n'en sont pas. Mais ils sont des espaces de discussion, ici, dans lesquels on va retrouver des gens qui vont ensuite interagir dans les différentes assemblées, qu'elles soient constituantes ou législatives. On est dans la réflexion, effectivement, politique. Et se pose la question, du coup, de l'accès dans ces clubs. C'est un accès payant. Pour une révolution populaire, le fait d'avoir un parti politique payant, dire, la question de l'adhésion à un parti politique se poserait de la même manière aujourd'hui, mais ils se proclament comme étant des lieux, quelque part, un petit peu à l'image de ce que sont les clubs anglais, en fait, select. On ne rentre pas comme ça, on n'est pas dans un lieu innocent, donc on est entre gens de bonne compagnie. Et quand se pose pour la question de la première constitution royale, la bascule vers la monarchie constitutionnelle, la question de qui vote, et qu'on élabore tout de suite un vote censitaire. En clair, payer des impôts pour voter. On bascule vers une problématique qui est de dire, en gros, il y a le citoyen actif, le citoyen passif, et qui renvoie du coup vers cette conception populaire. Que deviennent ces citoyens passifs? Ils sont citoyens sans droit de vote, sans accès effectivement, et eux vont petit à petit considérer qu'ils peuvent, et ils ont d'ailleurs ce droit tout à fait entier, bâtir ce qu'on appelait les sociétés populaires. Le club dans sa version, alors, très clairement parisienne dans un premier temps, on va en retrouver quelques-uns dans les villes de province, dans les grandes villes, à Lyon, à Bordeaux, un petit peu à Marseille dans un dernier temps, mais où ces citoyens qui n'ont pas de pouvoir de vote vont essayer de fabriquer en fait une autre formule de ce que peut être l'action politique. Et donc, eux, ils partent d'un principe, c'est que on va retrouver un espace qui est bâti d'ailleurs exactement de la même manière que sont bâtis les clubs un petit peu plus huppés destinés ici aux parlementaires, avec une impression ici, alors sur cette eau forte qui est assez étonnante, ici on a des gens qui sont costumés de façon très simple, on va retrouver ici vraiment l'assise populaire de la Révolution, des gens qui ont une réflexion sur ce qui se fait à l'Assemblée. Pas oublier, et ça c'est aussi un sujet d'étonnement, à l'Assemblée, les débats sont publics, il y a des tribunes à l'Assemblée, et ces clubs de sociétés populaires vont avoir une tendance, c'est discuter effectivement de ce qui s'est voté dans la journée à l'Assemblée, et puis aller le lendemain, de façon très directe, aller dire aux députés, attendez, vous avez voté ça hier, mais ça va pas aller, ça va pas le faire. Donc il y a une espèce de... Ces sociétés populaires vont jouer un rôle qui est au lieu d'être un rôle de lobbying, on va dire, politique, eux, ils vont jouer un rôle de lobbying, mais alors on ne peut plus direct. C'est-à-dire qu'ils sont sur les bancs qui siègent en haut de l'Assemblée, on peut interpeller de façon directe les députés quand ils parlent, on peut interrompre le débat si nécessaire, le public interagit en fait avec les assemblées. Et le rôle du coup de ces sociétés, principalement parisiennes, c'est de fabriquer de l'interaction avec le politique. Et ils sont intéressants en ça parce que du coup, ils posent la question, qui est peut-être la question fondamentale, dans l'égalité plus ou moins prônée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il y a une égalité peut-être théorique. Eux, ils sont en train de fabriquer une égalité de fait. Il y a le député qui vote à l'Assemblée, et puis il y a les lieux qui sont au-dessus et qui interpellent en direct. Et ça, c'est assez curieux parce que on a du mal maintenant à imaginer effectivement dans les bancs très polissés de nos assemblées une intervention très directe de gens qui viendraient interpeller le président de l'Assemblée ou les députés en direct live. Et ils ont ceci d'intéressant, ce qui est à la fois leur qualité et leur problème. Parce que du coup, ils vont être regardés par une partie des gens qui siègent dans les assemblées, habitués à leur club de bonne compagnie, on est entre soi, entre gens qui réfléchissent peut-être un peu mieux, ou un peu plus intellectuellement, on va dire, que les basses couches populaires parisiennes. Et ces basses couches populaires parisiennes sont là, du coup, sont en capacité de faire pression. Et la pression, elle est instantanée. Ce qui ne leur plaît pas, ça va immédiatement s'entendre, effectivement, sur les bancs de l'Assemblée. Et quand on consulte aujourd'hui les rapports de l'Assemblée constituante, à chaque fois on signale interruption de séance, due à la section 12 de je ne sais où qui interpelle le député un tel sur ce qu'il a dit et qui lui démontre à l'appui qu'il a dit l'inverse la semaine précédente.
Donc il y a une espèce de, on va dire ça, de vox populi là, qui interpelle directement, à tort ou à raison d'ailleurs, et qui est parfois versatile, qui est parfois composante, et qui va du coup fabriquer l'image du sans-culotte, espèce d'objet révolutionnaire, alors qui est un peu, comment dire, galvaudé en soi, parce qu'il renvoie une image qui est une image qu'on va retrouver dans les caricatures. Il est clair que dans ce type de dessin ici, des gouaches de Le Sueur, des grands interprètes graphiques de la Révolution, il montre des personnages qui sont finalement simplement vêtus. Les sans-culottes ont cette particularité effectivement d'appartenir à des couches plus ou moins populaires. C'est là où on va commencer effectivement à se poser la question, mais qui sont-ils vraiment? Quand on regarde Le Sueur, les signes distinctifs ne sont pas évidents. Ils exercent effectivement a priori des métiers qui sont plutôt des petits métiers, mais quand on regarde maintenant de façon qualitative, finalement, c'est une certaine forme de populaire qui s'exprime. On n'a pas le bas de l'échelle sociale. Même là, il y a encore un cloisonnement qui s'opère. En soi, quand on regarde les métiers parisiens, décrits par exemple par Louis-Sébastien Mercier dans le Tableau de Paris, lui c'est un immense auteur du XVIIIe qu'on a un petit peu oublié, et Mercier il fait un tableau de Paris avec tout ce que ça signifie, parce que c'est un bourgeois et il le sait, donc il dit clairement dans ses bouquins qu'il va nous emmener là où tout bon bourgeois n'a pas à mettre les pieds, parce que c'est la fange ou la lie de l'humanité qu'on va trouver. Et Mercier, il a un avantage, il fait une description très précise du Paris pré-révolutionnaire. Et il nous donne une image qui est assez intéressante de tous ces déclassés. Parce que c'est le terme qui va être amené lui à employer, ces gens qui vivent au jour le jour, qui ont du boulot ou qui n'en ont pas, qui sont en place de grève tous les matins pour aller chercher du boulot, qui sont les portefaix du port de Paris, qui sont payés au déchargement de bateaux si tant est qu'il arrive. Donc, et il fait le constat, Mercier, que ces gens-là, mais en fait, sont dans l'incapacité politiquement d'agir. Et que du coup, les sans-culottes, c'est une espèce de frange intermédiaire. Je ne vais pas dire de classe moyenne, parce que ça ne correspondait pas à une réalité, mais des boutiquiers, des gens qui ont une situation qui est sans arrêt sur le fil, avec un sentiment parfois qui va s'apparenter à du déclassement. On bascule facilement d'une certaine aisance momentanée, ici, à la limite, la frange de la misère. Et c'est cette catégorie, en fait, qui est là. Les véritables miséreux ne sont pas dans cette configuration. Ils n'arrivent même pas à l'être, parce qu'ils sont pris dans d'autres éléments, qui sont les éléments, effectivement, de la survie quotidienne, tout simplement. Et Mercier et tous les observateurs de cette première révolution disent le sans-culotte, c'est un truc un peu bizarre, qui est difficile à déterminer, qui est fluctuant ici, et qui a un intérêt, par contre, qui a été défini très clairement par le Père Duchesne, donc Hébert et les Enragés, quand il s'écrit dans le Père Duchesne, cette formulation est peut-être la plus exacte, parce qu'elle est vue par un des meneurs, je crois, de la sans-culotterie, qui est Hébert. Donc un être qui va toujours à pied, point de million, point de château, point de vallée pour le servir, qui loge tout simplement avec sa femme et ses enfants au 4e ou au 5e étage. Donc là, on a déjà cette classification sociale qui apparaît, qu'on attribuait très souvent d'ailleurs à la rénovation de Paris au moment du Second Empire. On avait longtemps dit qu'il y avait une reclassification par étage dans le Paris haussmannien. Or, Hébert en 93 est en train de nous dire mais c'est déjà le cas, et depuis très longtemps, même dans un Paris qui n'est pas encore rénové. Donc il y a, en gros, plus on monte, on arrive au 3e étage, qui est l'étage de la bourgeoisie triomphante, mais après, le déclassement s'opère par étages successifs. Et Hébert, quand il fait ce constat-là, je crois qu'il a posé une véritable question qui est posée après. Le sans-culotte est utile. C'est intéressant. Hein. Il en est l'espèce de, comment on appelle ça, de révélateur, le guide un petit peu. Hébert, quand il écrit dans le Père Duchesne, il est celui qui parle, le sans-culotte. Et il est en train de nous dire, en gros,
s'il est utile, ça signifie en contrepoint que les autres ne le sont pas forcément. Et que, à partir du moment où il y a utilité chez le sans-culotte, il y a inutilité manifeste chez une partie du reste de la population. Et comment il élabore ça? Il s'est élaboré, forgé, scié. Donc là, on est bien d'accord, on a une espèce de primat du travail manuel qui s'opère, qui est révélateur, hein, justement de ce que sont ces petits artisans, ces petits boutiquiers qui forment le peuple sans culotte. Et du coup, ça posera la question, j'y reviendrai tout à l'heure avec Babeuf, de ce qu'on espère. Qu'est-ce que sous-entend un peuple de petits boutiquiers, de petits artisans, sur le sens à donner politiquement à la Révolution? Vers quoi on tend? Et ça posera la question, du coup, chez Babeuf, qu'est-ce que Babeuf met derrière le mot communisme? Et qui ne sera pas forcément la version marxiste postérieure. Donc là, pour en revenir à ça, ensuite, bien évidemment, c'est l'attachement à la République qui est très très marqué, et la phrase terminale est intéressante. Le soir se présente à sa section pour appuyer toutes ses forces les bonnes notions. En clair, on loue à la fois celui qui est utile, sociétalement parlant par son travail, et qui est utile par la discussion. Parce que non seulement il va travailler toute la journée, donc il va avoir un boulot qui va être exigeant sur le plan physique, mais il trouvera le temps d'aller rediscuter de ce qui s'est voté par d'autres à l'Assemblée. Et à partir de ça, cette espèce de peuple est très clairement parisien. Ce qui veut dire qu'on a du mal aussi, pour la question révolutionnaire, à imaginer que l'action politique se subordonne parfois à l'action de cette populace, si je prends un point de vue par contre très clairement marqué chez les royalistes, qui va agir directement sur le contexte, ou qui fabrique par moments le contexte des votes à l'Assemblée ou de ce qui va s'y passer. Et en même temps, il faut considérer que le peuple a une action qui est différente, c'est que d'une région à l'autre, il n'agit pas de la même manière. Et que le peuple vendéen, la version la plus basique de la paysannerie vendéenne, qui suit ses curés, manifestement noir et anti-révolutionnaire, devient anti-révolutionnaire ici dans sa fonctionnalité. Ce qui oblige en fait, là aussi, toujours à trouver une espèce de nuance. Il y a un peuple à Paris qui est un acteur à part entière de la Révolution, et il y a d'autres options. Ici, le peuple lyonnais, dans sa version sans culottide, sera fédéraliste. Le peuple parisien poussera vers la montagne. Et c'est très très difficile du coup d'arriver à saisir l'espèce de tableau d'ensemble. C'est quelque chose de difficile à palper, à comprendre, à saisir. C'est fluctuant dans le temps, en fonction de la cherté du pain, en fonction du travail ou pas, de la difficulté de se nourrir, de la violence manifeste ici. Donc là, je vais pousser un tout petit peu plus loin. S'il y a des sans-culottes, il y a aussi la version féminine. Et là, sans-culotte, alors j'ai pris cette image parce que c'est un très très grand classique du genre, d'une femme en armes, effectivement, avec son compagnon. Et c'est intéressant là aussi dans l'idée. Je vais très brièvement évoquer il y a 15 jours la question des femmes dans la Révolution, du pouvoir, de l'absence de pouvoir des femmes. Et là aussi, il y a des pans entiers en fait qui ont échappé. Le sans-culotte est masculin par définition, en bien ou en mal d'ailleurs. Dans l'imagerie royaliste, c'est une espèce comment on va dire ça, de sanguinaire populeux, dangereux et malpoli. Dans l'imagerie montagnarde ou chez les enragés, c'est au contraire le symbole de la révolution dans le sens populaire. Par contre, les femmes existent très très peu. Peu dans l'imagerie, peu dans le contexte, alors que quand on s'y penche, de façon un peu plus étroite, cette gouache de Le Sueur est intéressante. Il allait représenter, s'il existe des sections de clubs masculins, la vérité est tout aussi vraie chez les femmes. Et les clubs patriotiques féminins apparaissent très clairement dès 1790, avec une vocation qui est assez étonnante. Donc là, je vous ai retranscrit le texte à côté. Donc des femmes bien patriotes avaient formé un club dans lequel n'était admise aucune autre. Elles avaient leur résidence et leur secrétaire, on s'assemblait 2 fois la semaine. La présidente faisait la lecture des séances de la Convention nationale.
Donc là, on est clairement dans la discussion politique au sens premier du terme, ici. Ce qui est déjà d'ailleurs une action intéressante, parce qu'au départ, très souvent, ces clubs féminins sont des clubs où on apprend à lire, d'abord. Donc une fonctionnalité qui est presque pratique dans un premier temps, et une fois qu'on a appris à lire, ben, on peut discuter. On a le matériau intellectuel pour aller chercher la discussion autour de ce qui s'est dit, de ce qui s'est fait. Ensuite, donc on a prouvé ou bien critiqué les décrets, donc on a bien effectivement la discussion au sens politique strict du terme. Et puis, ces dames, donc animées du zèle de bienfaisance, faisaient entrer une collecte, etc., etc. Donc il y a à la fois une société culturelle, on apprend à lire, on discute politique, et puis on met en pratique, ici, une espèce de conception qu'on va retrouver très largement, par exemple, en 1848. La conception de l'entraide mutuelle, qui commence à s'élaborer, qui n'est pas forcément une évidence. Sous l'Ancien Régime, l'entraide existe par moments dans certains circuits de métier. Mais comme les corporations cloisonnent de toute façon l'accès au métier, on entraide, mais on entraide les gens de la corporation. Eux méritent d'être entretenus. Là, on voit apparaître des sociétés d'entraide mutuelle, parce que c'est le rôle qu'elles vont jouer, et qui sont d'abord une affaire exclusivement féminine. Non pas que les femmes d'ailleurs soient exclues des sections masculines, parce que très souvent elles ont possibilité ici d'assister aux séances ou d'y intervenir, mais elles vont fabriquer leur propre outil d'action politique. Et on va les retrouver septembre 89. Il faut aller chercher le roi à Versailles. Les femmes qui vont chercher le roi à Versailles. Parce qu'elles sont en prise directe avec un temps qui est un temps de famine, où les prix du grain ont très largement augmenté. Hausse du prix du grain égale hausse du prix du pain. Est-ce que c'est acceptable ici? Non. Donc on va chercher le petit mitron, la boulangère à Versailles. On va aller, et c'est les femmes qui font ça. Ce qui font d'elles des actrices réelles et très directes de l'espace révolutionnaire. Mais on va très vite, en fait, les évacuer. Elles sont gênantes. Ici, quand elles réclament, Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Je prends chez Olympe de Gouges ce texte vertueux, s'il en est, d'août 89, et je rebâtis 2 ans plus tard la version simplement féminisée du texte et réactualisée. Premier, à décréter par l'Assemblée nationale dans ces dernières séances ou dans celle de la prochaine législature. C'est un impératif immédiat. La réclamation, puisque avec l'Assemblée législative, les hommes viennent d'obtenir le suffrage universel masculin de plus de 21 ans, le même droit pour les femmes. Et ça, posé comme étant, sans ambiguïté aucune, comme une contrainte obligatoire. Si c'est valable pour les hommes, il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas pour les femmes. Et là, tout ce que bâtit Olympe de Gouges, dans sa conception, effectivement, des droits de la femme, c'est d'une actualité assez surprenante quand on le lit, effectivement, dans le détail. Donc là, on leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs. Ça, c'est le premier élément, effectivement, qui est typique des sociétés patriarcales. Les obligations, les contraintes, alors, genrées, féminines, ici. Or, la femme naît libre, et demeure l'égale de l'homme en droit. Et là, on est bien d'accord, je crois que 2 siècles plus tard, on pourrait encore se poser très légitimement, effectivement, la question d'une égalité peut-être en droit, mais d'une égalité qui reste encore très largement, malheureusement, théorique, ici. Donc, en partant de ça, il y a une conception qui est d'une modernité phénoménale ici, et qu'on va retrouver d'ailleurs à tous les niveaux. Si on continue, il y a la logique classique, les droits donc, naturels, liberté, propriété, sûreté, résistance à l'oppression. Donc ça, c'est le calque immédiat, on est bien d'accord, de la déclaration de 89, dans sa version masculinisée. Ensuite, le principe de la souveraineté réside dans la nation, la réunion de la femme et de l'homme. Donc là, en gros, il est nécessaire, et Olympe de Gouges le dit clairement, que les femmes françaises deviennent citoyennes. Et là, on voit que la révolution qui prétend servir, se mettre au service par moment, effectivement, du peuple, a une conception qui reste
conception totalement patriarcale, ici, puisque envisager des femmes voter, je veux dire, c'est presque aussi saugrenu que quand Aristophane écrit, quand il constate dans l'Athènes du 5e siècle, il écrit une pièce qui s'appelle « Les femmes à l'Assemblée », qui est une comédie pure. Et on est encore dans cette dimension-là. Et quand Aristophane l'écrit, il faut imaginer ce que ça peut être dans l'Athènes du 5e siècle. Des femmes à l'Assemblée. Les femmes n'ont pas le droit d'aller sur scène. Donc, des rôles de femmes joués sur scène par des hommes grimés. Ici, on obtient un effet qui a un effet comique garanti. Mais, quelque part, quand Olympe de Gouges énonce cette même vérité, qu'il faudrait des femmes citoyennes, la capacité d'action politique, elle est dans cette dimension que de l'inacceptable. Et même des tenants d'intégrer les classes populaires dans la vie politique, Robespierre en tête, diront toujours, les femmes, est-ce nécessaire? Est-ce qu'on a une nécessité, effectivement, à intégrer? Intégrons déjà les hommes, les femmes pourront encore très largement attendre. Et sans arrêt, en dépit, effectivement, des injonctions d'une Olympe de Gouges ou de personnages comme elle, de l'action qu'elle montre d'ailleurs, de l'intérêt qu'elle montre à la chose politique, l'inacceptable reste évident. En clair, les femmes n'ont pas vocation à devenir encore un objet politique. Et elles ont beau le crier haut et fort, Olympe de Gouges finira par le crier sous la guillotine. Parce qu'on n'est pas prêt encore à entendre l'idée ici que la question populaire, c'est une question masculine, s'il en est, et c'est pas autre chose. Donc que les femmes, en gros, restent à leur place, en dépit, effectivement, de la bonne volonté manifeste et de toute l'idée de ce qu'il y a, effectivement, chez Olympe de Gouges, dans la conception même d'une femme citoyenne, ce qui devrait pouvoir être entendable, on est effectivement sur un cloisonnement. Non. Les femmes ont le droit de s'assembler, elles ont le droit de discuter, elles ont le droit de faire du secours mutuel, mais qu'elles restent en gros et encore et toujours à leur place. Et on reste effectivement là sur un peuple masculin qui lui a le droit d'agir ou d'interagir, et puis les femmes rester à leur place, rester pour l'instant cloisonnées dans une vision qui est une vision malheureusement encore parfois couramment partagée. De rester effectivement sur une place assez peu évidente ou limitée. J'ai deux solutions pour la suite. Soit je questionne tout de suite sur cette partie-là où j'embranche le reste dans la foulée. Parce que j'ai décidé de tronçonner en 3 fois une demi-heure, si vous préférez. Donc soit je questionne tout de suite ou je questionne après. J'ajouterais que ce soir, on va devoir vraiment partir à 21h parce que il y a eu un bug et la salle ici a été réservée 2 fois. Donc les gens qui devaient en jouir aussi jusqu'à 22h, ils sont là-haut pour l'instant, mais à 21h, ils vont devoir descendre parce que ça sera fermé en haut. Donc à 21h, il faut vraiment qu'on soit parti. On peut faire comme tu proposes, des questions. Moi j'ai une réflexion par exemple, enfin une question sur les femmes justement dans la Révolution. Je ne suis pas spécialiste, mais tout à l'heure je te parlais de Madame Roland, qui était la femme de Roland, qui était un ministre girondin. C'était la bourgeoisie, les femmes bourgeoises, et il y en a quelques-unes qui avaient des salons qui avaient quand même énormément d'influence sur l'Assemblée, parce que Madame Roland lui a prêté des relations avec Vergniaud, avec Brisson, enfin bref. Et en fait, dans ces salons-là, il se passait quand même tout un tas de choses qui influaient, je crois, largement sur ce qui se passait à l'Assemblée, quoi. Donc ils avaient quand même une influence, un petit peu comme aujourd'hui, les hommes continuent à se mettre en avant, mais les femmes, bien souvent derrière, elles sont aussi là pour... C'était un petit peu ça, non oui. Alors, la question de Madame Roland, c'est qu'elle perpétue en fait une tradition. Ouais. C'est la tradition du salon. Les salons dans l'Ancien Régime, il y en a à foison, qui sont des salons alors, littéraires principalement. Le principal, c'est celui de Madame Geoffrin. Chez Madame Geoffrin, on y va quand on veut voir en direct les philosophes des Lumières. En clair, on va écouter Diderot le matin, et puis le lendemain, on va aller écouter Mesmer, pardon. Mesmer, c'est une espèce de pseudo-scientifique qui vous soigne tout et n'importe quoi dans un baquet en injectant de l'électricité dans le baquet à flot. Vous pouvez s'imaginer le résultat que ça peut donner. Hein. C'est de la... Mesmer, c'est un petit peu le... Je vais dire ça, c'est le sporélec avant l'heure, sans l'efficacité qui va éventuellement avec. Donc, un côté de découverte scientifique, et Madame Geoffrin, elle, c'est le salon où il faut aller.
et où il faut se montrer. Voltaire est un très très grand partisan du salon de Madame Geoffrin. Elle est au service de son mari. Et son mari, effectivement, c'est un de ces acteurs influents de l'idée de la monarchie constitutionnelle. C'est un modéré. Et elle met son salon, j'ose dire, au service de cette aile politique-là. Et en ça, moi, je la distinguerais d'une Reine de Gouges, qui est une action beaucoup plus, comment dire, alors, populaire ou populiste, diront certains, qui est de dire, ok, il y a les cercles de réflexion de la noblesse ou de la bourgeoisie, mais il y a aussi la femme au sens commun du terme, celle qui ne tient pas salon. Donc est-ce qu'on est en capacité de lui offrir de quoi tenir salon? Et est-ce qu'elle ne mérite pas un statut qui soit aussi important en fait que n'importe quelle Madame Geoffrin ou n'importe quelle Madame Roland? Et je crois qu'elle pose ce questionnement-là, du coup, d'une égalité qui a été bâtie en théorie, mais de façon limitée et pas pour tout le monde. Et qu'elle renvoie cette idée qu'il y a une femme sans culotte, il y a une femme qui agit, qui doit tenir un rôle, mais en même temps, même les révolutionnaires les plus comment dire, avancés ou les plus progressistes ont du mal à se faire à l'idée que des femmes puissent agir en politique. Et je crois que fondamentalement, c'est ce problème-là. Donc, on va rentrer dans un champ d'action qui est différent. Si on ne peut pas agir de façon flagrante, on va agir de façon différenciée. On va choisir effectivement la voie du lobbying, etc. Ce qu'on va retrouver d'ailleurs avec la fin de la Révolution. Le rôle central, par exemple, de Joséphine Beauharnais dans l'accession au pouvoir de son mari. Elle s'est donnée pour fonction ça. Et on va retrouver du coup, dans des cercles assez huppés, principalement à la fin de la Révolution, hein, dans les cercles du pouvoir du Conseil des 500, ou dans les cercles du pouvoir des muscadins royalistes, on a un grand nombre de femmes qui jouent un rôle, mais qui n'est jamais un rôle dit, qui est un rôle induit, qui est celui de l'entre-genre. Mais du coup, la femme au sens populaire du terme disparaît très vite de l'imagerie révolutionnaire, si ce n'est comme éventuel soutien à son mari. Elle n'a pas malheureusement d'autre vocation, ce qui est totalement regrettable. Ou alors elle surgit pour assassiner la révolution populaire. Elle assassine les marins, voilà, c'est Charlotte Corday, voilà, c'est l'horrible assassin. Voilà. C'est vrai que malheureusement c'est cette réalité. Oui. Vous avez parlé des clubs de réflexion qui ne sont pas des clubs politiques, mais enfin des clubs de réflexion dont l'adhésion était payante. Mais comment se faisait l'entrée? C'était par cooptation, par très clairement. C'est un peu le... Par voisinage, par copinage. Ouais, alors, deux choses. Le club politique, au sens large, les Jacobins, par exemple, c'est un club par adhésion. Mais, globalement, on pratique la cooptation. On est vers un petit peu une version dérivée de la franc-maçonnerie, en fait, hein, très clairement chez les Jacobins. Pour une partie d'entre eux, ils sont francs-maçons de toute façon. Donc, ils pratiquent une espèce de genre, de quant à soi. On sait qui vient, on sait pourquoi il est là. À distinguer effectivement avec les sections populaires, où là, en gros, tout le monde peut venir, potentiellement, et on n'est pas tout à fait dans la même dynamique. Ils n'ont pas le même rôle, ils n'ont pas la même influence, et autant on discute dans les clubs UP de questions qui se règlent à l'Assemblée, dans les sections populaires, on discute de tout. On peut discuter de la cherté du pain, comme on va pouvoir discuter effectivement du problème par rapport à la cherté du pain, c'est pas un hasard. Hein. Quand au moment de la terreur, on va voter la loi du maximum qui interdit de vendre le grain à un certain point, c'est tout simplement parce que les sections populaires parisiennes, qui dépendent du pain pour leur survie, font pression à l'Assemblée. Et là, c'est carrément une pression très directe. On arrive armé à l'Assemblée pour dire qu'il faut une loi qui interdise de vendre le pain de chasse. Donc ils sont dans deux domaines d'activité complémentaires. Je vais tenter d'employer cette formule-là. Le club populaire discute de choses très pratiques, souvent. Le club plus huppé, les Jacobins, les Feuillants, etc., vont discuter plutôt de principes que de réalité. Alors après, est-ce que les deux sont complémentaires? Je crois fondamentalement le questionnement. C'est plus clair. Oui. Fondamentalement, on ne peut pas parler du peuple, certainement
au singulier, c'est Ouais. forcément au pluriel. Tout à fait. Quoi qu'il arrive dans cette forme. Oui, oui, c'est ça, c'est polysémique. Et en fonction du sens qu'on m'a donné, on peut jouer sans arrêt. Et je vais attaquer avec Robespierre, parce que lui, il joue sans arrêt avec ça. Il est intéressant sur ce plan-là, parce qu'il joue sans arrêt. Le peuple, pour lui, ne prend pas toujours le même sens, en fonction de ce qu'il a à dire, de comment il le conçoit dans son rapport politique. Mais ouais, c'est polysémique, c'est un terme, c'est un fourre-tout. Et comme tout fourre-tout, on peut lui donner la couleur qu'on a envie qu'il ait. Il faut que ce soit la couleur qu'il ait en réalité. Je m'attaque à Robespierre, si vous le voulez bien. Alors, j'ai choisi un portrait de Robespierre qui est le portrait le plus classique qu'on ait de lui. On a un personnage qui est un personnage, ici dans un portrait de 1793. On a une vêture qui est un peu plus classique pour un petit bourgeois du 18e. Il n'y a pas d'ostentation. C'est le premier principe, effectivement, et on va le retrouver quelque part. La vêture chez Maximilien de Robespierre est un indicateur de ce qu'il est. On n'est pas dans l'ostentation. On voit qu'effectivement, il y a un porte-perruque. C'est classique, mais elle est relativement sobre. On est très loin des perruques à multiples rouleaux, qui sont la grande tradition à Versailles, juste avant la Révolution. Une lavalière ou une cravate assez discrète. Et puis un costume, effectivement, qui est des grands classiques du moment. En fait, se sont installés rue Oberkampf à Paris en 1765 une série de manufactures de draps et qui ont amené cette espèce de mode des premiers imprimés qu'on va retrouver là notamment énormément dans la période révolutionnaire ici. Donc là, le Robespierre qu'on connaît est un personnage très hautement problématique ici, parce qu'on ne sait jamais comment le prendre. On a un personnage qui fait partie de la petite bourgeoisie du Nord, mais qui est une petite bourgeoisie plus que limite. Il perd ses parents assez jeunes, il est boursier au collège Louis-le-Grand à Paris. Alors ce qui est étonnant au collège Louis-le-Grand, rien à voir, les bâtiments sont toujours le collège et lycée du même nom, qui représente une espèce d'élitisme républicain aujourd'hui, mais à l'époque, le collège Louis-le-Grand est plutôt un collège qui est étonnamment laïque pour son temps. Ce qui en fait une espèce de lieu assez particulier avant la Révolution, puisque on y enseigne notamment la philosophie des Lumières, qui est même plus que curieux ici, et c'est d'autant plus curieux que c'est l'évêché d'Arras qui paye la pension du jeune Robespierre. Donc il y a un côté assez étonnant d'abord dans son parcours de départ. L'évêque d'Arras paye la pension pour l'envoyer dans un collège où on va lui enseigner, comment dire, notre vision de la religion. Et ça, on va le retrouver du coup dans la manière que Robespierre, le Robespierre révolutionnaire, aura de voir la question effectivement de la déchristianisation, la question effectivement d'être suprême, et il faudra clairement faire une mise en relation entre les deux. On n'est pas, avec Robespierre, chez un athée. Il ne l'est pas. Il n'est pas dans la version qu'on va beaucoup retrouver dans une partie des révolutionnaires, chez Hébert par exemple, qui est de dire il faut déchristianiser à tout va. Lui va être plutôt dans la version déiste. Et en ça, il est typique de la conception de la pensée des Lumières. Celle qu'on retrouve, je ne sais pas, chez Voltaire, le grand horloger imaginé par Voltaire, il est vraiment dans cette dimension-là. Et dans son parcours de départ, du coup, donc, je ne vais pas dire de basse extraction, mais on a quelqu'un qui n'appartient pas à une catégorie socio-professionnelle très aisée, il est boursier, il a une vie qui n'est pas forcément, au moins au départ, comme étant une vie de... c'est un petit bourgeois. Mais un petit bourgeois comme il y en a dans n'importe quelle ville, à partir du moment où on appartient à cette espèce de catégorie qui est... alors, qu'on appellera plus ou moins noblesse de robe, qui commence à entrevoir par l'activité du droit des possibilités d'ascension sociale. De ce point de vue-là, Robespierre est dans une moyenne, on va dire une moyenne basse. C'est un personnage qui va être intégré effectivement au barreau d'Arras, ici, dont il est un des principaux avocats avant la Révolution, mais il ne se distingue pas particulièrement. C'est pas quelqu'un qui n'a ni un entre-genre phénoménal. Il appartient à une petite société d'écriture de lettres de Rosati, mais il écrit des poèmes, franchement, évitez de les lire. Vous gagnerez du temps, c'est pas très bon, c'est le moins qu'on puisse dire. Par contre,
il a un côté on entrevoit déjà de façon assez radicale, quelle que soit l'affaire qu'il a à traiter, il va jusqu'au bout. Et ça, on le remarque avant la Révolution. Il est resté un écrit de Robespierre qui était retrouvé assez récemment dans les archives du Nord, où c'est une banale affaire au départ d'un moine, ce qui jusque-là n'a rien de très étonnant, qui accuse de prévarication, au clair d'une espèce d'abus de bien social, si on emploie des termes plus contemporains, un paysan local. En clair, il l'accuse pour cacher ses propres méfaits. Dans un premier temps, Robespierre gagne le procès. N'importe quel avocat s'arrête là, pas lui. Lui, il demande des dommages et intérêts. Selon quoi, il le fait de façon particulière, il le fait à l'écrit, et il fait paraître toute la démonstration avant que le procès ait lieu. Donc on voit déjà poindre chez lui une espèce de caractère assez jusqu'au boutiste, quelque part, qui va te dire à partir du moment où il s'est fixé une ligne de conduite, il va s'y tenir. Et d'entrée, on va voir un personnage qui du coup va être difficile à appréhender parce que le problème est de savoir comment évolue sa ligne de conduite. Et c'est toute la question qu'il nous pose derrière et qui fait que quand il est élu député du tiers, il est un de ces très nombreux avocats qu'on va retrouver à l'Assemblée des États généraux, homme de lettres, un parleur correct, il a une certaine éloquence, mais il est très loin d'un Danton qui va avoir du volume, qui va être capable de bâtir quelque chose. Lui n'a pas une éloquence rare, mais il a cette espèce de qualité qu'on va tout de suite lui reconnaître, c'est qu'il est incroyablement droit dans ses bottes. À partir du moment où il a fixé une ligne de conduite, il va se tenir à cette ligne de conduite de façon presque par moments caricaturale. Et dans sa ligne de conduite, il y a quelque chose qui va apparaître assez tôt, c'est dès le débat qu'il va y avoir à la fin de septembre 1789 sur la question du droit de vote ici, est-ce qu'il faut un droit de vote censitaire, est-ce qu'il faut un droit de vote tout court? Là, on voit poindre un Robespierre qui clairement a posé les bases d'une conception égalitaire et qui dit texto, le droit de vote, il est pour tout le monde ou il n'y est pas. Donc d'arriver à poser dans cette assemblée qui n'est pas convaincue du tout, il faut être très clair, par l'idée d'un droit de vote qui ne soit pas un droit de vote censitaire, il y en a un qui dit clairement ouais, le droit de vote c'est pour tout le monde, ou alors on a déjà perdu ce qu'on a bâti dans les mois qui précèdent. Et très tôt, du coup, on va sentir chez Robespierre une espèce de personnage qui est un espèce d'électron libre en fait. Il n'est pas à coquiner, il appartient au club des Jacobins, mais à la limite, au club des Jacobins, vous avez les 2 tiers de l'Assemblée qui vont y discuter, donc ça ne change pas grand-chose. Il a très peu d'amis, c'est pas quelqu'un qui fabrique autour de lui une espèce d'aura, comme ça va l'être avec d'autres. Quand Danton, effectivement, apparaît au Jacobin, on le voit, il arrive, tout le monde sait qu'il est là. Quand Robespierre débarque au club des Jacobins, tout le monde s'accorde à dire il va encore nous faire chier parce qu'il va parler indéfiniment. Parce qu'il écrit énormément et qu'il parle beaucoup. Et donc, il y a vraiment des caractères très, très particuliers chez Robespierre qui font que très tôt, en fait, ces sections populaires que j'évoquais juste avant, on dit mais peut-être que lui, il n'est pas dans la dimension d'un Marat, parce que Marat, il est populaire. Au sens strict du terme, on le porte en triomphe quand il écrit dans le journal, quand il est arrêté, on va le chercher dans sa prison. Enfin, Marat, c'est l'homme du peuple. Il est l'incarnation du peuple. Danton, c'est l'homme qui défend le peuple avec toute son ampleur de tribun. Mais il faut être très clair. Un Marat en temps normal, il finit dans un hôpital psychiatrique. Un Danton, il finit parce qu'il fait trop de volume. Donc on finit forcément par l'évacuer, il fait trop de bruit. C'est une espèce de bretteur parlant. Puis il y a Robespierre qui est là, qui n'est ni l'un ni l'autre, et qui est une espèce d'objet curieux sur le plan intellectuel, qui va sans arrêt partir d'un principe, c'est que il va falloir effectivement du changement, et qu'on va accompagner ce changement. Et il faut l'accompagner en vertu d'une chose, l'égalité qu'on a énoncée comme étant un principe doit devenir une égalité politique réelle. Et il ne va jamais, mais alors jamais, se départir de cette ligne-là. Ça peut nous sembler curieux parce qu'on
a un personnage du coup qui est un peu inaccessible aux honneurs, il se fiche d'être particulièrement bien habillé, il loge à Paris chez un de ses amis qui est un menuisier. Alors que tous les grandes têtes pensantes du début de la Révolution, Mirabeau loge dans un hôtel particulier, Barbave loue une maison de 10 pièces, et puis Robespierre vit dans une pauvre pièce chez un menuisier. Il y a un côté assez particulier, une espèce d'ascétisme, hein, je crois que c'est le terme qui correspondrait le mieux, pour le désigner. Il n'est pas brillant sur le plan effectivement du vêtement, il n'est pas brillant sur le plan du logement, mais il est droit. Il annonce, il fait. Et à partir du moment où il annonce, il fait, il continue, et quoi qu'il se passe, il part d'un principe, c'est que il a déterminé une conduite à suivre, et c'est ça qui est problématique pour tout le monde. Parce qu'il est chiant. Il dit, il faut de la vertu, et bien je me l'applique. Et c'est plus facile de ne pas être vertueux, enfin je suis désolé de dire, c'est souvent beaucoup plus simple. Et Robespierre, il a ce côté-là, pour les royalistes, il est un jusqu'au boutiste absolu, prétendre qu'il faut faire voter ceux qui, encore peu, étaient nos gens. Pour les modérés, il est gênant parce que, par sa position, de dire mais non, j'ai dit c'est comme ça sera comme ça. Il est casse-pied. Pour une partie des montagnards qui vont l'accompagner, pourtant, mais il faut s'en méfier parce qu'il est tellement droit qu'à un moment donné, on ne sait plus trop comment, est-ce qu'on peut le manier ou pas, ou est-ce que c'est lui qui le manie. Et ce personnage atypique, du coup, dès 1790, va commencer à se voir appliquer une espèce de légende sur ce qu'il est ou ce qu'il n'est pas. Et Robespierre, c'est assez étonnant, arrive à développer, alors qu'il n'est même pas très connu, déjà une espèce de légende noire. Qu'est-ce que c'est que ce personnage très particulier qui est déjà, alors qu'il n'est pas particulièrement important, il n'a pas de... Chez les Jacobins, ce n'est pas lui qui domine au départ, il est un parmi tant d'autres. Et on voit arriver dans un courrier ici qui est adressé aux autorités d'Arras, une demande qui est de dire il faut enlever ce député de sa fonction parce que il va aller jusqu'au bout. Alors, si on le prend au jour d'aujourd'hui, ça peut être considéré comme le compliment absolu. Parce qu'on a déjà une partie de son propre électorat qui semble dire qu'est-ce que c'est que ce personnage qu'on a mis en place, qu'on a élu, et on pressent chez lui effectivement ce caractère d'un personnage qui va être compliqué. Mais, d'entrée de jeu, cette même personne qui écrit ce courrier anonyme dit en même temps je sens chez lui potentiellement le tyran. Et là, on bâtit la légende. Dès 1790. C'est un député parmi tant d'autres qui va réussir par contre un coup d'éclat phénoménal ici, c'est obtenir de l'Assemblée, alors qu'il n'appartient pas au grand lobby de l'Assemblée de départ, obtenir que ceux qui ont fabriqué la Constitution ne puissent pas être élus à l'Assemblée législative qui suit. Ça peut sembler, ça, relativement anecdotique. Mais c'est très révélateur, je crois, de ce qu'est Robespierre. Quelqu'un qui dit, ceux qui ont créé la Constitution ne doivent pas l'appliquer. Texto, c'est ce que ça signifie. Donc, on change tout le corpus des députés, parce que, si on a fait la Constitution, on l'appliquera sans vertu. Et là, on voit le philosophe des Lumières. C'est, je crois, il me semble, dans le tout début, dans l'introduction chez Montesquieu, de l'esprit des lois, il y a cette phrase qui dit « il faut de la vertu en République ». Et je crois que ça, c'est exactement ce que s'applique ici Robespierre. Il faut de la vertu en République. Et si on a la vertu, si on a créé une constitution, quelle qu'elle soit, on ne peut pas l'appliquer. On ne doit pas l'appliquer. Et en faisant ça, il faut être très clair, il se met à dos un nombre phénoménal de personnes, parce que il était dans la logique des choses. J'ai été élu de la Constituante, je serai donc élu de l'Assemblée. J'ai généré le changement, donc il est hors de question que je ne sois pas celui qui soit l'acteur du changement. Et en faisant ça, Robespierre a un mérite, c'est qu'il clarifie un certain nombre de positions sur les attentes qu'ont les députés de la Révolution. En clair, une partie des Jacobins
qui n'ont pas voté très clairement cette mesure, parce qu'elle revient à scier un peu la branche sur laquelle ils sont assis, va partir du club des Jacobins pour fonder le club des Feuillants. Il change en gros, il refabrique un parti politique. Toute ressemblance avec une période contemporaine totalement fortuite ici, mais on est dans cette dimension-là. Ça ne nous convient pas, il commence à prendre un peu trop de poids, on ne sait pas trop comment le manier, donc on va voir ailleurs. Et on refabrique ici un autre parti, entre guillemets, politique, celui des Feuillants, qui va être beaucoup plus modéré d'ailleurs. Et se retrouve dans les Jacobins, déjà un certain nombre d'amis, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas d'affiliés à Robespierre, qui lui reconnaissent cette qualité d'aller vers ce qu'il dit et de faire en gros ce qu'il a annoncé. Et là, on va retrouver effectivement des gens qui vont être importants pour eux, c'est Pluton, tous ces gens-là, qui vont être dans la dynamique Robespierrite. Ici, ils sont dans cette dynamique, ils vont accompagner. Ça ne veut pas dire qu'ils cautionnent. Et je crois que c'est là aussi un sujet d'étonnement qu'on retrouve quasiment tous ceux qui ont écrit sur Robespierre. Je sais que là, il y a matière ici. C'est pas quelqu'un qui évoque de l'empathie. Il n'est pas drôle. Il n'est pas rigolo pour un sou. Tout le monde s'accorde à dire que même à table, il est chiant. Parce qu'il parle tout le temps de politique, il ne s'arrête jamais. Autant certains de ses petits camarades s'accordent à aller effectivement dans une taverne s'enfiler des grands verres de rouge, lui jamais. Il avance parce qu'il doit avancer. Et du coup, dans tout ce qu'il va concevoir, il est dans l'avancée. Mais il est dans une avancée qui est assez phénoménale. Il est le premier à proposer, en 1791, que la cocarde tricolore qui avait été amenée par Camille Desmoulins, etc., au tout début de la Révolution, devienne une symbolique nationale, et surtout qu'on adjoigne 3 termes, liberté, égalité, fraternité, qui jusqu'ici existaient à l'état isolé. On le retrouve par exemple dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789, mais de façon isolée. On n'accole jamais les 3. Lui est le premier à dire que pour que la nation ait un sens, il faut que ces 3 termes soient accolés. Et là, il se heurte à une réalité, c'est que pour beaucoup, le 3e terme, ce n'est pas la fraternité qui est envisagée, c'est plutôt la propriété qui est envisagée. Et du coup, il se heurte à cette frange qui veut faire de la Révolution un espace qui soit un espace totalement maîtrisé, donc on arrête, et ça explique en partie, à mon sens, pourquoi Robespierre, lui, dans ce dimensionnement qui va être celui du 10 août 92, quand la royauté est appelée à disparaître, lui ne peut être que dans cette dynamique de disparition. Parce que c'est quelqu'un qui a défendu une constitution alors qu'il n'était pas forcément en phase avec une partie de cette constitution, et qui fait le constat en 92 que la personnalité du roi, notamment après Varennes, n'a plus lieu d'être. Le roi, en tant qu'objet du pouvoir exécutif, n'a plus lieu d'être. Et du coup, dans la journée du 10 août, il n'est pas un acteur du jour. Par contre, les sections parisiennes, quand elles prennent d'assaut les Tuileries, se réclament de 2 personnes. Marat, logique, il est celui qui va directement dans les sections, et Robespierre, parce que Robespierre, lui, est républicain. Sans même qu'il l'ait demandé, d'ailleurs. Et donc, il y a, en clair, est-ce que c'est pas la popularité qui fait Robespierre? C'est en partie le cas. Il apparaît, en tout cas aux yeux du peuple, comme quelqu'un qui va les défendre. Et les sections parisiennes, quand elles vont assister aux sessions à l'Assemblée, celle du manège, elles sont sur les hauteurs ici, Robespierre, comme il parle beaucoup, longtemps, on en est sur certaines semaines à 10, 15 interventions de Robespierre à l'Assemblée, et il arrive que le président de l'Assemblée lui demande en gros de se taire parce qu'il saoule tout le monde, et il continue imperturbablement parce qu'il a compris que de toute façon, tout se jouait non pas sur les bancs de l'Assemblée, mais dans les tribunes. C'est-à-dire là où siègent, non pas les députés, mais les sections parisiennes. Et je crois qu'il a cette espèce d'intelligence de situation, il joue ses petits camarades élus contre le peuple ou avec le peuple. Et, alors, est-ce que c'est populiste? C'est une question qui est posée. Ou est-ce que c'est simplement de l'intelligence ou un parti pris, qui est de dire, moi je défends non pas les députés qui ne sont que la représentation du peuple, mais le peuple lui-même.
Et c'est en ça que Robespierre est tout à fait intéressant sur le plan de la polysémie du terme peuple. Le peuple, quand ça l'arrange, il n'a rien de populaire chez lui. Par contre, quand ça l'arrange, il est très populaire. Quand j'ai besoin de faire taire mes petits camarades à l'Assemblée, je me souviens que le peuple existe, il est sur les bancs du haut. Quand j'ai besoin de prouver ici la nécessité de le faire voter, je rappelle cette existence. Mais il est, de ce point de vue-là, dans un art oratoire assez intéressant, d'arriver à utiliser le terme comme bon lui semble, et de faire évoluer ce terme en fonction effectivement des situations. Donc, quand il s'agit, après le 10 août 92, de bâtir la République, forcément, le peuple, les sections parisiennes, sont au service de la République, se mettent au service de Robespierre, au service de la République. D'ici à en faire le tyran que vont décrire royalistes et girondins, il y a une marge que je ne vais pas du tout franchir. Parce que ça supposerait, que les sections parisiennes lui sont totalement soumises, et jusqu'à preuve du contraire, personne n'a réussi à prouver ce lien de façon effective, parce que les sections parisiennes, comme toute assemblée populaire, elle dérive. Elle dérive facilement. Quand ça ne lui va pas, elle le dit. Quand ça ne lui va plus, elle le dit aussi. Donc on a un personnage qui est, si on suit la légende noire, qui, en gros, cette espèce de dirigeant populiste qui s'appuierait sur le peuple pour installer sa propre tyrannie, mais en fait, on a un personnage qui est beaucoup plus complexe que ça. Il est à la fois dans l'usage des sections populaires, parce qu'elles sont un soutien pour lui. Dans une assemblée qu'il ne domine pas, il n'a pas cette capacité-là, il n'a pas l'entre-gens qui permettrait de fabriquer un vote avant qu'il ait lieu. Il va être un personnage du coup assez détonnant, assez complexe à saisir. Et puis c'est un personnage qui est par moments à l'encontre de ce qu'on attend de lui. Alors cette photo, l'histoire, elle a été prise en fait à la cathédrale de Clermont-Ferrand. Et sur une cathédrale, on est d'accord, qui est quand même un objet un peu plus religieux, il y a encore cette plaque dédiée à l'être suprême et à l'immortalité de l'âme, qui est typique de la conception robespierriste de la religion. Et qu'on va retrouver, en fait, quand, une fois Louis XVI, raccourci, se pose obligatoirement la question, effectivement, de la mise en place de pouvoir derrière. Et tout Robespierre, c'est cette double temporalité qu'il y a entre la mort du roi et la fête de l'être suprême, et après l'être suprême. On a un personnage qui, une fois que Louis XIII, le 21 janvier donc 1793, va être guillotiné, prend du poids, politiquement. Ce poids, c'est celui qu'on retrouve dans le schéma institutionnel que voilà, parce que le schéma institutionnel de la Première République, comme on n'applique pas la Constitution, on va appliquer une espèce de gouvernement insurrectionnel, qui est particulier dans son mode opératoire. En clair, on a un pouvoir qui est le pouvoir législatif, qui est aux mains de la Convention nationale, mais qui est une assemblée très évolutive en fonction des périodes, puisque la montagne élimine les Girondins, Brissot, etc., dès 1993, donc on a une assemblée qui a très largement réduit son nombre de députés, ici. Donc cette assemblée, Marais plus montagne, est en partie soumise au comité de salut public. Le comité de salut public, il porte un nom quand même assez étonnant. Jusqu'à 11 membres d'un gouvernement, je crois qu'il n'y a pas d'autre terme, c'est l'exécutif révolutionnaire. Mais c'est un exécutif qui est là aussi assez ambigu. Robespierre apparaît très clairement comme un des personnages dominants. Je dis bien un des personnages dominants. Parce qu'en fait, quand vous avez 11 personnes et 11 personnalités aussi différentes que celles qu'on va retrouver dans le comité de salut public, pensez qu'il y en a un, tout seul, qui arrivera à dominer, c'est franchement se tromper. On retrouve Robespierre, Couthon, donc là c'est sa garde rapprochée, Saint-Just. Les trois forment une espèce de trio dont on s'accorde à dire qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Ils sont ici considérés par beaucoup comme étant l'âme du comité de salut public. À côté de ça, vous avez des techniciens. Carnot, c'est un technicien de l'armée,
c'est lui qu'on expédie notamment la question. Par moment robespierriste, quand ça les arrange. Par contre, quand l'influence de Robespierre commence à baisser, ils ont une capacité à aller voir ailleurs, hein, à distendre les relations. Et du coup, tous ces gens-là, plus Danton quand il siège, ils sont dans une problématique qui est... ils ont tous une vision de la continuation de la Révolution qui est différente. Et du coup, quand il s'agit notamment de voter ce qui est l'élément clé, c'est-à-dire la loi sur les suspects, qui permet en théorie la terreur à grande échelle, ils sont dans une ambiguïté, tous. Parce que il faut pousser la Convention à voter un texte dont tout le monde sait qu'il est liberticide par définition, tout en prétendant, à travers le même texte, préserver la liberté et l'acquis révolutionnaire. Et là-dessus, il y a une fabuleuse ambiguïté dans cette loi. Qu'est-ce que c'est, puisque la loi sur les suspects le dit clairement, un ennemi de la liberté? Puisque la loi dit, et suspecter tous ceux qui sont des ennemis de la liberté. On peut discourir très très longtemps sur savoir ce que c'est qu'un ennemi de la liberté, ça peut faire vite du monde. Bon, en clair, il y a une logique qui est de dire, ben, les royalistes, les amis, les enfants d'émigrés, c'est logique. Mais, ennemi de la liberté, Danton devient un ennemi de la liberté. Parce que la faction que représente Danton au comité de salut public, qui prône la guerre, à un moment donné, j'ai plus d'ennemis limités aux Girondins, ils sont déjà tous passés effectivement sous la guillotine. J'ai des alliés momentanés dans le Marais parce que wait and see, hein, on verra ce qui se passe, puis on s'adaptera au milieu. Et puis, je crois, j'ai la version Hébert, les enragés, qui eux disent clairement il faut tout révolutionner, déchristianiser. Donc, point Robespierre, déiste, déchristianisé, on commence à toucher une question problématique, puisque on a un personnage qui souhaite effectivement une remise en cause de la religion au sens chrétien du terme, pour autant supprimer toute forme de religion comme le réclame Hébert, ça ne peut pas fonctionner. Donc, une des particularités du coup de Robespierre, c'est d'obtenir la tête d'Hébert. Et là, on est bien d'accord que l'action politique, elle se passe de façon assez radicale. D'accord que éliminer ses ennemis politiques, c'est une élimination parfois tout à fait effective. Donc, une fois qu'on a éliminé les enragés, se pose la question effectivement de Danton et de ses amis, modérer. Mais modérer à quel point? Donc d'une montagne qui serait un peu plus modérée que la montagne du haut. Et là, on est effectivement sur des querelles qui, par moments, s'apparentent à des querelles de personnes. Et on a longtemps fait, du coup, de Robespierre l'ennemi personnel de Danton. Sauf que, et ce qu'on oublie quand on regarde les actes du comité de salut public, c'est pas lui qui demande l'éviction de Danton. L'éviction de Danton, elle est demandée par d'autres. Elle est demandée par Carnot, elle est demandée par Collot d'Herbois, etc. Et là, on est aussi dans l'image bâtie. Hein, on va retrouver, par exemple, dans le très beau film qu'Andrzej Wajda consacre à Danton, l'idée qu'en gros, il s'agit d'un combat de deux personnes. C'est malheureux, c'est un très beau film, le film de Wajda, mais c'est faux. Et il est dans l'idée que les deux, en gros, veulent la tête et qu'il y aura de la place que pour un. Alors ça se tient, il faut être clair, Wajda, il réagit, je crois, suivant 1919, on est dans une logique qui est défendable à ce moment-là. Sauf qu'on en garde l'idée que Danton, alors en plus, effectivement, dans le film de Wajda, il est joué prestance, il y a quelque chose qui fait que Danton est un personnage fabuleux pour un film, mais Danton et Robespierre, c'est pas une affaire d'inimitié personnelle qui se joue. Et très clairement, on le retrouve dans les actes du comité de salut public, Robespierre va accepter la destitution de Danton, mais il ne la provoque pas. Il finit par l'accepter comme étant un fait établi par d'autres, auquel il ne peut que se rallier. Et ça, c'est intéressant, parce que ça pose la question, s'il est si dominant que ça, sur le comité de salut public, si c'est lui qui installe la terreur, pourquoi accepte-t-il ici de destituer Danton? Il y a vraiment une question qui nous reste quand même posée, et qu'on va retrouver ensuite à tous les points de vue.
La terreur, dans sa deuxième temporalité, va reprendre une tournure qui est une tournure un petit peu différente à partir de la loi du 22 prairial de l'an 2. Ici. C'est une loi qui va renforcer en fait le pouvoir du tribunal révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on admet que le tribunal révolutionnaire n'a plus nécessité à écouter les accusés et leur défense. D'accord, c'est l'antithèse du droit. De ce point de vue-là, rien à dire. Deux personnes vont s'élever au départ contre cette loi. L'un, de façon étonnante, c'est Fouquier-Tinville, qui est pourtant considéré comme étant le guillotineur en chef. Celui dont on sait que si on passe devant lui, en tout cas la légende le prétend, on finit directement sur l'échafaud. Il est le premier à dire, mais est-ce que cette loi est utile? Est-ce qu'elle est nécessaire ici? Or, Fouquier-Tinville a un allié étonnant, Robespierre, qui a voté quand même la loi, ou qui l'a demandé, mais qui pose la question, effectivement, de l'absence de modération qu'elle provoque ici. Et de ce point de vue-là, on se forme une espèce de, d'aile assez particulière qui est presque modérée au final, qui est de dire, est-ce que la Révolution ne fait pas le pas de trop vers un système qu'on va appeler désormais la Grande Terreur? Ça veut tout dire sur la terminologie qu'on va apporter derrière. Sauf que la Grande Terreur, elle est relative. Parce que ce qui pose problème, en fait, dans le personnage de Robespierre au moment de la Grande Terreur, c'est qu'il prône une certaine modération. Tu veux dire, il faut éliminer les ennemis de la vertu et de la liberté. Mais, dans le même temps, il tente de limiter l'impact de cette loi qu'il a pourtant en partie adoptée et voulu. Et se pose du coup une question dans la destitution programmée de Robespierre, c'est qu'on a plusieurs interprétations possibles. L'une qui est de dire Robespierre, au moment du 9 Thermidor, doit dégager parce qu'il a perdu le soutien populaire. C'est en partie vrai. D'ailleurs, on le taxe dans certaines sections populaires parisiennes, qui sont pourtant ses soutiens assez naturels, d'être, à tort ou à raison, quelqu'un qui souhaiterait installer un pouvoir personnel. Sauf que cette idée-là, elle n'est pas nouvelle. Ça fait déjà 4 ans qu'on l'entend en permanence ici. Mais là, ça prend un écho parce que on retrouve dans la presse, d'ailleurs, qui précède le 9 Thermidor, des choses intéressantes. Alors, des on-dit. Il paraîtrait que Robespierre aurait dans son salon une jeune royaliste avec qui il entretient des relations très personnelles. On est dans une espèce de ragot, bas étage au final. Ici, il y a eu une tentative d'assassinat sur Robespierre, donc certains disent, mais est-ce qu'il ne s'est pas tenté de se suicider? Enfin, on vécu une espèce de... Comment dire? Je ne dirais pas jusqu'à la théorie du complot, ça serait mal vécu dans cet instant-là, mais d'un espèce de personnage qui génère tellement d'inimitié qu'au final, on est prêt à faire n'importe quoi pour qu'il se casse la binette, à un moment donné, qu'il tombe. Il a généré trop de problèmes. Les sections les plus radicales du peuple, sections populaires parisiennes, ont vu la disparition d'Hébert d'un très mauvais œil. Donc, ça fait un ressentiment logique. À la limite, on peut leur accorder ça. Robespierre permis la disparition d'Hébert. Les dantonistes, pour ce qu'il en reste, il est temps qu'on le dégage, parce qu'effectivement, il est problématique. Et puis, il y a aussi une réalité, c'est tous les représentants en mission, les Carnot et compagnie, qui ont fait à peu près n'importe quoi, sous couvert, effectivement, de la loi sur les suspects, qui ont une tentation, qui est de dire, mais on a quelqu'un à qui on peut faire porter le chapeau. Et de plus en plus, on va retrouver dans les parutions les plus récentes sur la question de la chute de Robespierre, l'influence qui est jouée par une espèce d'alliance entre la Convention, version marécageuse, une partie du comité de salut public, et notamment des représentants en mission, qui souhaiteraient maquiller pour un certain nombre d'entre eux les crimes qui ont été les leurs et qu'ils ont commis de façon plus qu'inadaptée pour un certain nombre d'entre eux, que ce soit Carnot ou autre,
ou Carrier à Nantes. Mais Carrier, il reste robespierriste jusqu'au bout, il a au moins ce mérite-là d'assumer ce qu'il a fait. Tous les autres trouvent en Robespierre le personnage, on va dire, idéal. Il bascule donc, du coup, d'une situation où il a cette espèce de domination, au moment de la fête de l'être suprême, il est presque celui qui dicte, en fait, la politique à l'échelle nationale, à une situation où il a tellement peu de soutien réel à qui se référer qu'il est contraint, en fait, de chuter. Il est contraint de chuter parce que il continue de prétendre, tiens, par exemple, qu'il faudrait mettre fin à l'esclavage, qu'il faudrait que non seulement les protestants qui sont devenus citoyens, les juifs le deviennent aussi. On a un personnage qui, de ce point de vue-là, est très très moderne, très en avance, probablement, peut-être trop. C'est peut-être ce qui pose d'ailleurs la question de sa chute. Et ce Robespierre-là, il est obligé, parce qu'il y a une alliance d'intérêts momentanée entre des sections parisiennes qui ne veulent plus de lui, Hébert a perdu la tête par sa faute, des députés de la Convention, version marécageuse, qui s'entendent à dire maintenant qu'il a nettoyé la montagne, il n'y a plus que lui et un certain nombre de ses amis, donc on va peut-être pouvoir s'en débarrasser, pour établir une version plus bourgeoise de la Révolution, celle qui arrive avec la réaction thermidorienne. Une partie, effectivement, du comité de sûreté générale, ici, qui est celui qui fournit le tribunal révolutionnaire et qui dit Robespierre il est gentil, mais il nous recommande la modération, on n'a pas envie de modération. Donc on a une collusion d'intérêts. Tout le monde s'accorde à dire il faut qu'il dégage, il faut qu'il chute. Et une fois qu'il chute, effectivement, se pose la question de l'après. Parce que c'est bien joli de le faire chuter. Les conditions de son arrestation de 9 Thermidor, elle prend un coup de fusil dans la mâchoire. Ici, le gendarme qui a tiré le coup de fusil, il dit on va payer pour le faire. Enfin, il y a toute une symbolique qui s'opère. On le guillotine le lendemain avec Couthon, avec Saint-Just, etc. Il est déjà le personnage majeur de la Révolution. Qu'on le veuille ou non, il inspire soit du dégoût, soit de la crainte, soit du rejet, soit de l'admiration, et à partir de ça, s'élabore, pour Robespierre, un personnage dont on a du mal à saisir au final où est la légende, où est la vérité, qu'est-ce qu'il est, comment effectivement on peut le comprendre, ou essayer de le comprendre. Parce qu'on lui prête tout et son inverse, en fonction de l'appartenance ici politique, postérieure. Là, les royalistes vont prêter tous les mots possibles et imaginables, sauf que même de Maistre, pourtant l'architecte intellectuel de l'anti-lumière, de l'anti-révolution, dit mais ce personnage il est quand même à mettre à part. Donc on a un personnage qui est difficile à appréhender. Et là, j'ai pris un éloge funèbre, qui est, je pense, assez révélateur de ce qu'est Robespierre. Cet éloge funèbre, il a été dressé par un personnage qui a contribué pourtant à sa chute, qui est Merlin de Douai, mais qui lui reconnaît, quelques années après, un certain nombre de vertus. Je reviens. Robespierre ne fut à l'Assemblée constituante ni président, ni secrétaire, ni d'aucun comité. Les patriotes eux-mêmes l'estimaient, mais ne l'aimaient pas. Le motif en est simple, cet homme nourri de la morale de Rousseau se sentait du courage d'imiter son modèle. Il en eut l'austérité des principes, de mœurs, le caractère sauvage, l'esprit inconciliant, l'orgueilleuse simplicité, même l'amorosité. Il n'en eut pas les talents, mais Robespierre n'était pas pour cela un homme ordinaire. Et je crois que ce portrait, tout en nuances, pose forcément la question du personnage. Comment on peut l'appréhender ici? Parce que, soit on l'appréhende sur ce qu'il n'est pas, ou sur ce qu'il est, et qu'on va dresser du coup un portrait qui peut être, au fil du temps, mouvant, ambigu, complexe. Je vais reprendre ici, la formule exacte. Je vais évoquer Gracchus Babeuf tout à l'heure, si j'en ai le temps. Et il dit, Gracchus Babeuf, en 1792, de Robespierre, « Il n'est et ne sera que l'avocat des pauvres ». Sur quoi il lui reconnaît une certaine justesse dans le rapport avec les sections populaires qu'on a évoquées tout à l'heure. Nous distinguerons dans Robespierre deux hommes
l'un apôtre de la liberté, et Robespierre le plus infâme des tyrans. 1794, au moment de sa chute. Le même Gracchus Babeuf écrit plus tard, ici dans son testament politique, « Je confesse aujourd'hui de bonne foi que je m'en veux d'avoir autrefois vu en noir et le gouvernement révolutionnaire, et Robespierre et Saint-Just. Je crois que ces hommes valaient mieux à eux seuls que tous les révolutionnaires ensemble. » Et l'évolution de la pensée ici émise par Gracchus Babeuf sur celui qui a été à un moment donné son modèle en politique est révélatrice. On lui prête d'énormes qualités et en même temps des dessins totalement noirs qui seraient d'arriver effectivement à la tête, d'être un nouveau roi, d'être quelqu'un qui cherche à dominer l'espace public. Pour se rendre compte au final, mais Gracchus Babeuf écrit ça moins d'une semaine avant d'être lui-même exécuté, que peut-être il s'est trompé, et que Robespierre, c'est peut-être les trois. C'est peut-être un personnage suffisamment complexe pour que... je crois qu'il y a en ce moment 3 cercles d'études en France qui lui sont exclusivement consacrés. C'est révélateur. Ici, quel autre personnage public dispose encore de 3 cercles d'études après sa mort? Même De Gaulle, je crois, n'arrive pas à ce niveau-là. Il doit en rester effectivement 2 cercles d'études pour Napoléon Ier, mais 3 cercles d'études robespierristes ou considérés comme tels. On a un personnage qui, de tout temps, au moment où il agit, après son action, et on revient sur la scène très contemporaine, dont certains se réclament encore, en bien, voir les propos récents de M. Mélenchon en la matière, qui est de dire, ben oui, quelque part, on a un exemple à suivre. Alors, il faut être très clair, M. Mélenchon met ça sur le principe de vertu. En République, quelque part, sert des dessins qui sont des dessins du temps présent, on est bien d'accord. Dans le même temps, ici, on va trouver chez ce personnage un élément de repoussoir, de quelqu'un dont on prétend à tort ou à raison qu'il aurait pu être un tyran majeur, et de façon très symbolique, alors je vais être honnête, j'ai utilisé un certain nombre d'ouvrages, ces deux-là sont en ce moment les 2 intérêts. Ils dressent, à partir du même personnage, 2 portraits qui n'ont rien à voir. Patrick Guénifé dresse un portrait de Robespierre qui est un portrait qui fait de Robespierre l'artisan majeur de la terreur, celui qui décide tout, qui fait exécuter tout le monde, ici. On est d'accord, on est sur un bouquin qui est paru il y a 2 ans. Guénifé a une réputation d'être un auteur plutôt marqué à droite, politiquement. La dernière grande biographie de Robespierre, c'est celle d'Hervé Lebers, un historien de l'université de Lille, qui s'est penché, lui, au départ, sur le Robespierre version avocat. En clair, Lebers a écrit une thèse qui est la création du barreau en tant qu'élément d'institution juridique. Et lui, il va dresser un portrait qui est incroyablement plus nuancé. Vous allez me dire, Guénifé en fait 30 pages, lui il en fait 300, mais on voit que le personnage continue, quoi qu'il arrive, de servir ici des causes politiques, soit effectivement en s'en réclamant, soit au contraire en disant on ne sera pas un nouveau Robespierre, et qui pose la question effectivement de ce personnage particulier, ici, comment on doit l'apprendre. Et j'avoue que là, je vais m'arrêter là parce que je n'arrive pas, plus que vous, à appréhender le personnage. On arrive à saisir, par moments, des choses intéressantes sur ce qu'il peut être, sur ce qu'il dit, sur le personnage incroyablement intéressant qui prône la vertu en politique. Et là, on peut quand même lui rendre justice très largement là-dessus. Le personnage qui, effectivement, amène effectivement l'abolition momentanée de l'esclavage, etc. On a quelqu'un qui est incroyablement progressiste. On a en même temps quelqu'un qui est prêt à voter une loi sur les suspects pour défendre la liberté, lequel on retient. Ici, qu'est-ce qu'il est ici? Est-ce qu'il est l'un? Est-ce qu'il est l'autre? Est-ce qu'il est les deux? Et est-ce qu'il est un tyran? Est-ce qu'il est un tyran de la liberté, peut-être? Qui préfère la tyrannie de la liberté telle qu'il la proclame ici, un personnage
qui va vers les classes populaires ou qui est populiste, où se fixe la nuance. Et chez lui, elle est relativement difficile à fixer. Et je le trouve, moi, de ce point de vue-là, assez fabuleux. Parce que on en est, je crois, à 540 ouvrages sur les 2 derniers siècles qui lui sont consacrés, y compris les trucs les plus absolument hirsutes et du rare idiotie, pour certains, qui en font un personnage qui prête à discussion, mais qui nous renvoie, et je crois que c'est l'intérêt de Robespierre, sur la conception même de la République qu'on a, et sur la conception même de la vie politique qu'on a. Parce que il pose un certain nombre de questions, alors avec sa manière très absolue, j'ai raison, j'ai peut-être raison seul contre tous, mais j'ai raison, il arrive effectivement à poser la question, est-ce que la République par représentation est un bon système politique? Est-ce que les citoyens doivent avoir un impact sur la vie politique? Il propose à un moment donné la possibilité de fabriquer des référendums populaires, et quand ça résonne très très vite dans l'actualité, très présente, il interroge du coup le rôle des institutions ici, dont il a été un acteur majeur, tout en défendant des choses qui ne sont pas défendables, effectivement. Donc comment il a ce pouvoir d'interrogation ici. Et à partir de ce moment-là, c'est ce pouvoir d'interrogation, je crois, qui est l'élément clé du personnage Robespierre. Tant pis, il a peut-être été un tyran, potentiellement, ça me paraît moins peu probable, mais c'est une réalité. Mais il y a un personnage qui nous interroge sur le sens qu'on donne à la vie politique, sur le sens qu'on donne aux institutions. Voilà, vous savez. Question, parce que là, je peux encore discuter indéfiniment sur Robespierre. Donc, soit on continue avec lui, soit on glisse vers Babeuf, encore un autre personnage, à mon sens, intéressant. Oui. Juste pour revenir, donc Robespierre avait quand même, donc, dans son absolu, mais à une limite, à savoir qu'il n'aurait jamais soutenu Olympe de Gouges, par exemple. Ah oui, sur la question des femmes, je crois qu'il est très clair. Autant il entretient une très abondante correspondance avec sa sœur, qui est intéressante d'ailleurs, parce que c'est dommage parce qu'il y en a une toute petite partie seulement qui a été publiée, mais il justifie sans arrêt avec sa sœur son action politique. Ça, c'est relativement intéressant. Mais non, il est clairement misogyne. Enfin, j'ose dire, il est bien un homme du XVIIIe siècle. Je vais le dire comme ça. Il n'est pas franchement misogyne, mais il est un homme de son temps. Donc, qui estime, effectivement, à tort ou à raison, que les femmes n'ont pas leur place en politique. Ici. Mais à côté de ça, je crois qu'on ne peut pas répondre autrement sur lui. Ouais, il est misogyne, pour ça comme ça. Ah, mais il est contre l'esclavage, mais il est oui. Ah oui, mais parce que l'esclavage, c'est encore oui, mais la liberté pour qui? Les hommes, pas des femmes. Les hommes. Oui, tout à fait. Là-dessus, il n'est pas clair. Enfin, si, il est clair, je crois. Il est clairement. Non, les femmes n'ont pas leur place. On a discuté tout à l'heure, justement, Voltaire admet l'esclavage. Oui. Et en même temps, vous avez chez Robespierre l'idée que, effectivement, lui, il est contre l'esclavage. Alors Voltaire l'admet tout à fait commodément. Mais en même temps, Robespierre est très rousseauiste par moments. Le peuple est bon, il est pauvre, donc il est naturellement bon. Là aussi, on peut s'interroger sur quelque part la naïveté. Je comprends. Ouais, il est naïf. Ce point de vue-là, à considérer que c'est pas la pauvreté sous-entendrait l'absence de conception personnelle ici qui permettent l'élévation sociale. Là-dessus, il a probablement tout faux. Mais là aussi, comment on le considère? Les personnages qui défendent, c'est très utopique, c'est très naïf, c'est tentant quand même. Ouais, tout le monde est en capacité d'eux. Et puis, ce même Robespierre qui va par moments, dans l'idée qui se fait du contrat social, qu'il a dû éplucher en long, large et en travers, qui tente effectivement dans la constitution de l'an 1 de poser le contrôle par les citoyens eux-mêmes de l'exécutif et du pouvoir législatif. On est toujours chez lui dans un... C'est bien, ouais, c'est un homme des Lumières. C'est un homme des Lumières peut-être c'est un Rousseau qui aurait eu du pouvoir.
tenté, moi, de le voir comme ça. Mais, C'était un peu son ambition, finalement, hein, ouais. Robespierre, de faire vivre Ouais. le contrat social de Rousseau, hein, Tout à quelque fait. part. Mais de le faire de façon tellement presque caricaturale, Mm. en disant, mais puisque ça doit être comme ça sera comme ça, que c'est peut-être l'absence de compromis qui l'empêche, en fait, finalement, d'arriver à ses fins. Un mélange de naïveté, d'absence de compromis, de vertus tellement importantes et tellement posées comme étant des évidences que tout le monde n'étant pas vertueux dans son sens, le calcul politicien intervient à un moment donné. À aucun moment il s'est éloigné de cette ligne directrice de la vertu politique. Enfin, on ne peut pas lui reprocher des affaires. Non. Là-dessus, honnêtement, Contrairement à Danton. Ah ouais, chez les révolutionnaires, l'affairiste Danton, l'autre il croque à droite à gauche, il est corrompu jusqu'au trognon, mais il a un côté incroyablement jovial. Danton. C'est une grande gueule, c'est tout ce qu'on veut, il est fabuleux aussi dans son genre. Mais, ouais, il est pourri jusqu'à la moelle. Il accepte du pognon royaliste quand il en a besoin, il tape à tous les râteliers quand c'est dans la nécessité. Chez Robespierre, on n'a même pas ça, parce qu'en 93, son frère lui adresse un courrier lui demandant effectivement un petit peu d'argent pour payer le loyer qu'il doit pour sa maison d'Arras, et il annonce clairement qu'il n'a pas la radie, qu'il a tout juste eu du mal à payer déjà son tailleur la semaine précédente, donc il a un côté de moine soldat qui serait... ouais, non, lui, on peut lui reconnaître ça. La vertu, il se l'applique. Hein. Mais il se l'applique avec une ascèse physique même. On sait que par moments, il est malade parce qu'il ne mange pas, parce qu'il se maltraite quelque part. Parce que tellement, il faut que ça avance, il faut que je fasse, Alors moi j'aurais 100 000 questions, mais je t'en pose qu'une sur Saint-Just, parce que Saint-Just c'est quand même un personnage qui est difficile à lire aussi. Hein. Robespierre, est-ce que Saint-Just était comme Couthon le porte-flingue, ou est-ce que Saint-Just finalement, parce qu'il y a quand même un avant et un après quelque part, tu vois, quand il débarque Saint-Just, c'est quand même, Saint-Just, c'est le jumeau. Ouais. C'est l'espèce de jumeau. Couthon, effectivement, c'est le porte-flingue. C'est celui c'est l'exécuteur des bases œuvres du trio. Mais Couthon, il est utile. Ah oui. Justement parce que ça permet à l'intransigeant Robespierre de garder les mains propres, hein, puisque d'autres se salissent pour lui. Là-dessus, effectivement, Couthon joue ce rôle-là. Saint-Just, c'est... Est-ce que c'était vraiment une matière grise pour... Oui. Saint-Just, on a du mal à imaginer, on ne sait pas si c'est lui qui influence Robespierre ou l'inverse. Ouais. Ils sont une espèce de miroir l'un de l'autre. Saint-Just avec une vocation qui est un peu plus sociale, il est un peu plus flamboyant, il est un peu plus socialement intégré, il est moins dans la retenue, mais sur le plan de la réflexion politique, de l'idée qui se font de l'État, de la République, ouais, ils sont à peu près... on ne sait jamais qui a amené l'autre, mais ils sont à ce point-là indissociables qu'ils meurent en même temps. Mais tout comme le frère aîné de Maximilien Robespierre qui demande d'être exécuté en même temps que son frère. Il y a une espèce chez Robespierre de cercle familial ou de très proche qui interagit avec lui. Sa sœur Charlotte probablement joue un rôle qu'on a du mal à déterminer ici. Alors, en même temps, comme j'évoquais tout à l'heure, les femmes n'ont pas de rôle à jouer, mais en même temps, il va écouter sa sœur qui a par moment probablement une influence politique, ou qui va en tout cas ramener un certain nombre d'éléments que Maximilien aurait tendance à perdre ici. Donc après, ouais, avec Saint-Just, ils sont copains comme cochons, quoi. Ils sont un petit peu dans le... Mais quelque part, ils sont tellement proches qu'il est probable que ça clash en permanence entre eux. Parce qu'ils se voient l'un dans l'autre. Et forcément, dans ce style de rapport, il y en a forcément un qui doit dominer à un moment donné. Alors si Saint-Just va dominer
secteur. Et dans le post-réaction thermidorienne. Il est un électron populaire dans une période qui ne l'est plus. Après l'exécution de Robespierre, on est bien d'accord qu'il y a une espèce de remise au pas de la société française dans son ensemble. Les thermidoriens vont mettre au pas les sections parisiennes, vont même interdire purement et simplement le club des Jacobins. Ils sont dans une remise en ordre. Après Thermidor, dans l'idée qu'il faut ramener maintenant la révolution, c'est pas tout à fait terminé, mais pas loin, et qu'on revient vers un ordre des bourgeois, un ordre des propriétaires, dont l'archétype va être le Conseil des 500. Des gens qui ont du pognon et qui sont au pouvoir et qui s'accaparent les rênes du pouvoir. Donc, face à ça, il y a un personnage quand même atypique et particulier qui est Gracchus Babeuf, qui lui est une espèce d'incongruité ici à bien des niveaux, parce que Babeuf, c'est quelqu'un qui est né en Picardie. Il faut croire que cette terre du Nord, la fabrique des révolutionnaires purs et durs, ici. Mais c'est un personnage qui, avant même la Révolution, est déjà dans l'interrogation. Le boulot de Babeuf avant-guerre, c'est d'être feudataire, avant-guerre. Excusez-moi pour le lapsus, c'est révélateur. Avant Révolution, c'est d'être feudataire. C'est un spécialiste du droit rural. Et il va faire une analyse du droit rural qui est intéressante. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va le lier très souvent à Marx dans les capacités d'analyse sociétale ici. Et il fait un constat, ce Babeuf, c'est que tout ce qu'il a pu étudier dans la Picardie et dans son métier lui prouve que la propriété terrienne est la clé en fait à la fois du comportement social et des comportements économiques. Et il dresse un tableau qui est assez intéressant de ces zones de Picardie dans lesquelles il travaille, et il fait le constat qu'il y a un déséquilibre manifeste entre la propriété terrienne et les usages de la terre, avec en prime en Picardie, par endroits, des usages qui sont restés du Moyen-Âge, qui sont des usages collectifs de la terre. On voit par exemple dans certaines zones, ce qu'on appelle les ortillonnages encore aujourd'hui en Picardie, ont longtemps été des zones d'usage collectif de la terre. Alors, on ne va pas en faire un précommunisme qui n'a pas lieu d'être, mais on a eu très longtemps une espèce de partage en fait du fruit de la récolte. Et ça, c'est intéressant dans la démarche de Gracchus Babeuf, parce que lui fait le constat que dans ces zones où persistent ces usages anciens, collectifs, se forme une espèce de solidarité de fait entre les acteurs économiques. Ils ne sont pas riches, on s'en fout, mais ils sont tenus par une espèce de contrainte commune. Et il fait le constat, dans les zones où ça n'existe pas, qu'il y a un rapport totalement disproportionné entre les grands propriétaires terriens picards, et là on est dans une région de très riche culture, donc qui est très hautement rémunératrice à l'échelle effectivement du XVIIIe, et des paysans qui vivent, quel que soit d'ailleurs leur statut, sur le plan légal, qui vivent effectivement comme étant une espèce de... là je vais employer une terminologie marxiste, de sous-prolétariat agricole, très clairement. On a en Picardie énormément de journaliers qui travaillent jour par jour, qui reçoivent un salaire qui est en partie payé en nature, et parfois en argent, mais pas toujours. Et donc ils sont, sans le savoir, une espèce de prolétariat pré-industriel ici. Et dans le même temps, il y a en Picardie, du fait de la proximité avec la Grande-Bretagne, où s'est entamé le mouvement de révolution industrielle qui a commencé à débuter, on voit arriver en Picardie déjà des petites unités de manufacture, de tissus notamment, ou de forges, qui sont une espèce de préfiguration de proto-industrie, si vous préférez. En clair, une espèce de stade pré-industriel. Et du coup, il y a en Picardie quasiment un prolétariat au sens marxiste du terme. C'est-à-dire de gens qui vivent exclusivement du travail salarié. Et qui sont donc totalement dans un lien de dépendance avec le fournisseur du travail. Donc là, dans sa conception, Babeuf
va très vite être influencé par cette étude qu'il a lui-même réalisée avant la période révolutionnaire. Donc, il ne peut être que révolutionnaire. Ça ne peut pas en être autrement. Et il ne peut être qu'un révolutionnaire qui cherche à pousser très très loin la logique. Tout simplement parce qu'il a fait un constat, qui est un constat de l'extrême pauvreté de la classe ouvrière ou des agriculteurs qu'il a pu observer. Et il va, de par ses lectures, être amené à replonger très très loin. Lui va replonger dans la Sparte de l'Antiquité. Il y a un rapport entre Sparte et, dans sa conception et puis la Révolution française, ça paraît quand même relativement éloigné. Il y a eu à Sparte, à un moment donné, une espèce de régime politique très particulier qui a été défendu par un personnage qui s'appelle Lycurgue. Et Lycurgue avait bâti un modèle de société, alors, je dis bien entre guillemets égalitaire. Chez Lycurgue, on a bâti une société chez les Spartiates, éducation en commun des enfants, les enfants, uniquement masculins bien évidemment, on entend une chose sur ce même impact, distribution, plus exactement usufruit de la terre en usage collectif pour une partie de la population, pour ses citoyens spartiates. Dans le même temps, Lycurgue, il faut être très clair, est un partisan tout à fait avéré de l'esclavage, parce qu'on a beau être des hommes libres et devoir travailler la terre, si on le fait travailler par d'autres, c'est quand même encore mieux. Donc il y a une pseudo-égalité chez les Spartiates, qui fait qu'effectivement, éducation commune, propriété commune de la terre, certes, on fait bosser les ilotes à des esclaves pour faire le boulot, mais Babeuf, quand il étudie cette société spartiate, il se pose une question qui est de dire, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer, dans cette France, alors révolutionnaire ou pas révolutionnaire, d'ailleurs, parce qu'il se pose la question en même temps, un système qui sous-entendrait un partage éventuel de la terre, à l'image d'ailleurs de ce qui se pratique, on a tendance à l'oublier, dans les États-Unis de 1787, qui est une conception égalitaire de la propriété, puisque l'État états-unien, dans sa fonction primaire, distribue de la terre aux migrants. On a droit à un carré, je ne sais plus, ça doit être un acre ou 2 acres, je ne sais plus, de la surface qui est identique. Est-ce que ça, c'est possible en France? Ça, probablement que non. Mais entre la réflexion très poussée qui pousse sur cette société spartiate, je suis arrivé, la réflexion posée sur l'égalité potentielle d'un territoire qui serait maîtrisé par la puissance publique et sur lequel l'activité pourrait être commune, il pose en fait la base de ce qu'on appellera plus tard, à tort d'ailleurs, la conspiration des égouts. Mais quand il se pose cette question-là, avec Buonarroti, avec Sylvain Marchal, tout ça, tous ces gens-là partent d'un principe quand même qui n'est pas un principe communiste classique. Ils appellent ça du communisme parce qu'ils supposent la mise en commun. Et ils supposent une mise en commun essentiellement de la terre, pas tellement des manufactures, parce que ça sera la vision très marxiste du raisonnement à partir du manifeste du parti en 1848, mais ils sont dans une conception qui est de dire, est-ce qu'on ne peut pas arriver à fabriquer une nation de gens indépendants qui sera en capacité, par une propriété terrienne soumise à l'autorité publique, de trouver les moyens de subsister tous ensemble. Et je crois que là-dessus, la réflexion, elle est assez poussée. Et on la trouve d'ailleurs sur un certain nombre d'écrits qu'on va retrouver dans la commission, l'idée que se fait Babeuf de la société du temps futur. Il parle d'un principe quand même très simple. La nature n'a donné de propriété à personne. En ça, il est très rousseauiste. Hein. Le premier, il dit ceci, il a dit ceci est à moi, etc. Donc on est dans le rousseauisme le plus pur. Et en partant de cette absence de propriété, il configure plutôt une version qui n'est pas tellement marxiste, et qui est beaucoup plus anarchisante. Ce qu'on va retrouver d'ailleurs chez un certain nombre de ses compagnons, comme Buonarroti. On a évoqué la femme. Le mari et la femme doivent être égaux. Conspiration des égaux. Là, effectivement, on a une tentation d'appliquer ici le raisonnement à l'ensemble des actes de société.
admettre l'inégalité, c'est souscrire à une dépravation de l'espèce. Très très loin, hein. Admettre l'inégalité. Effectivement, et en cela, il heurte dans une république qui est devenue celle des proprios et des propriétaires. Donc on peut en tirer beaucoup d'éléments parce que c'est vraiment le cœur du raisonnement. Le vrai citoyen préfère l'avantage général à son avantage. Ce qui suppose, pour le citoyen, des vertus assez considérables, on est bien d'accord. Il est fort probable que nous ne l'avons pas toujours, moi le premier d'ailleurs, ici. Donc là, il faut vraiment voir chez ce personnage quelque chose d'assez curieux. Ici, alors il est antichrétien, je vous le dis tout de suite. Il faut avancer parce que le christianisme et la liberté sont incompatibles. Je fais vœu de l'appeler prêtre, c'est-à-dire charlatan, imposteur, tous ceux que je verrai dévier de la ligne des droits de l'homme. Donc là, on a un personnage qui est clairement anti-religieux. Il finit ici, l'éducation est une monstruosité lorsqu'elle est inégale, lorsqu'elle est le patrimoine exclusif d'une portion de l'association, puisqu'alors elle devient à la main de cette portion un amas de machines, une provision d'armes de toutes sortes, à l'aide desquelles cette première portion combat l'autre qui est désarmée. Et dans toute la conception qu'il y a chez Babeuf, c'est l'idée qu'il y a la Révolution a amené une espèce d'égalité de droit, et maintenant il faudrait bâtir une égalité tout court. Une égalité, non plus de droit, mais de fait. Et c'est ça qui tranche dans la pensée de Babeuf, c'est de basculer de 1789, la Déclaration des droits de l'homme, l'égalité en droit, l'isonomie chère aux Athéniens du 5e, à une égalité de fait. Et qui pose du coup une conception communisante de la société. Une conception égalitaire, d'une égalité économique. Une égalité en fait, alors chez Babeuf, qui n'est pas une égalité économique, qui est une égalité permettant à chacun de résoudre ses besoins. Donc d'une espèce de vie, il faut être très clair, qui est pensée de façon assez frugale. Mais de dire en gros, on devrait arriver à fabriquer une société où l'égalité doit être le maître mot, mais pas seulement une égalité théorique. Égalité pour tout le monde, quel que soit le sexe, quelle que soit l'origine. Il est un ferme partisan de la fin de la traite négrière, etc. Donc il y a vraiment chez lui une espèce de naïveté, de penser effectivement qu'on pourrait fabriquer, ou d'utopie si vous préférez, un monde de l'égalité parfaite. Et il rêve en fait cette égalité parfaite. Et quand vous confrontez cette vision du monde, qui est parfois bien tentante, il faut quand même le reconnaître, avec celle de la République des propriétaires de 1795, il y a forcément décalage. On a une République qui est basée sur le vote censitaire, qui élit les 500 parce qu'ils ont du pognon, et qui ont des costards extrêmement flambants pour paraître à l'Assemblée des 500, c'est le rouge partout, c'est très joli hein, visuellement quand on le peint, mais le discours du coup de Gracchus Babeuf, lui, c'est l'antithèse de la République des propriétaires. Et du coup, y a-t-il une conspiration des égaux? La réponse est oui. Sauf que les égaux, ils sont vains à se courir après. Ils ne sont pas un danger, parce qu'ils sont peu nombreux. Mais ils émettent quand même l'idée, et ils ont d'ailleurs configuré une nouvelle constitution pour remplacer, et en cette constitution, alors, je ne connais plus longtemps, mais je vais quand même en reprendre 2-3 éléments. Article 1er, il sera établi dans la République une grande communauté nationale. On est loin effectivement des articles présents. La communauté nationale a la propriété des biens ci-dessous, donc biens déclarés nationaux, biens des ennemis de la Révolution, on est toujours là-dessus, biens et édifices occupés actuellement pour le service public, etc. etc. Et, article 3, droit de succession doit être immédiatement abandonné. En clair, tout Français, quand il meurt, fera l'abandon à la patrie de tous ses biens. Voilà, on est bien d'accord, c'est une drôle de vision des choses, qui suppose qu'on est des purs esprits. Effectivement, on va faire passer le bien commun au profit, au détriment, je ne sais pas, du bien personnel. Et voilà, il y a une idée chez lui qui est quand même très clairement, qui relève de la plus profonde utopie, ici, et qui fait qu'on l'a
longtemps catalogué comme étant à la fois une préfiguration de ce qu'on appelle les carbonari, c'est-à-dire ces sociétés secrètes qui vont fleurir dans l'Italie du début du 19e, qui contestent la présence autrichienne et qui réclament un partage égalitaire de la terre, notamment dans les grands domaines latifondiaires du sud de l'Italie. Dans le même temps, une préfiguration de l'anarchisme, parce que Buonarroti, qui est un de ses principaux amis dans la conspiration des égaux, est considéré comme un des premiers penseurs anarchisants au sens strict du terme. On fait de lui aussi une préfiguration du marxisme classique, ce qui est probablement assez vrai parce que, au moins sur le point de départ, il est dans une logique de compréhension. Il est, à l'image de Marx d'ailleurs, de ce point de vue-là, on cherche une définition scientifique pour un problème qui ne l'est pas au départ. On cherche une analyse d'abord des situations, et de ce point de vue-là, il est dans la même ligne que Marx. Il suffit de relire pour ça le manifeste du Parti communiste. Ça ne prend pas beaucoup de temps et c'est très révélateur. Quelqu'un qui a une pensée qui est incroyablement construite. Et de ce point de vue-là, Babeuf est dans cette ligne. Donc c'est un personnage, effectivement, qui pose, là aussi, un certain nombre de questions. On lui attribue quand même 3 mouvements qui ne sont pas totalement les mêmes. Et un seul personnage qui serait en capacité de faire ça, j'avoue que ça paraît effectivement là aussi très hautement improbable. Il n'en demeure pas moins que Babeuf, comme Robespierre, finit guillotiné. Et qu'il est un des derniers morts de la réaction thermidorienne, qui accessoirement tue plus que la terreur.